Bonjour à tous, alors je vais continuer avec une autre partie de mon dossier, plutôt la fin du dossier, qui s'appelle l'état du monde des élites en mars 2026, analyse macroéconomique de leurs transactions financières. Donc clairement on suit la piste de l'argent, on regarde ce que font les puissants, et aujourd'hui ce sera plus particulièrement sur le marché israélien qu'on va étudier. Alors pour continuer ce que je disais déjà l'autre jour, ce que je pense moi, ça veut pas dire que c'est gravé dans le marbre. Si on écoute Trump l'autre jour qui a dit, il faut bien écouter entre les lignes, il a dit on veut continuer dans notre objectif, peu importe le temps que ça durera. Ouais, ça sent pas bon, parce que il a dû s'apercevoir que l'Iran n'était pas un petit pays et que le maillage régional de l'Iran était beaucoup plus important qu'il ne pensait, mais bref, on va pas rentrer dans le détail. Donc, si on part du principe que le conflit va durer, et puis même si c'était que quelques semaines, que quelques mois, ce qui m'étonnerait, mais bon, après tout, ils peuvent vouloir se dire non, on va pas jouer avec le feu, on va rentrer avant que la Chine et tout ça, le Pakistan, etc., la Russie ne s'en mêle. Mais bon, je sais pas, à ce moment-là, quel aurait été leur objectif? Pas sûr du tout de ça. Donc, ça va mettre du temps de faire revenir les choses à la normale. Au Moyen-Orient, il faudra aussi réparer les puits de pétrole, etc. En faire réouvrir certains, je crois que c'est Total Energy et Exxon qui a fermé plusieurs sites en Irak et ailleurs en prévision de quelque chose de plus important. Et encore une fois, le détroit d'Ormuz, même s'il est bloqué plusieurs semaines, forcément que l'impact va être très important sur le prix du baril, sur le gaz, certaines matières premières. Alors, moi ce que je pense, c'est que même si certains pensent que l'or a atteint un plus haut, en fait, il n'y a pas de véritable plus haut technique pour l'or, puisque plus l'incertitude, l'insécurité mondiale augmente, plus les gens, plus les hedge funds, etc. se réfugient dans ces valeurs sûres. Donc je pense que l'or va continuer à monter. Le cuivre aussi, même s'il y a eu une petite baisse récemment. Mais il faut bien se dire que le cuivre, c'est utilisé non seulement dans les conflits militaires, pour les drones, les batteries, certains éléments aussi des sous-marins, de l'électronique des sous-marins, mais c'est aussi utilisé dans les véhicules électriques, etc. Donc là, je parle à long terme. Le cuivre va forcément continuer de monter aussi. J'ai vu aussi certaines positions étranges, certains puissants, je crois que c'est Apollo, je vous avais dit qu'ils avaient acheté grand frais cette entreprise de nourriture. Je pense que c'est pas un hasard. S'ils font ça, j'ai vu aussi une autre entreprise racheter un fournisseur de nourriture pour, vous savez, de nourriture sèche pour militaires ou pour bunkers. Et quand on voit aussi que Bill Gates, indirectement, par des sociétés écrans, rachète des milliers d'hectares de terre aux États-Unis depuis 2-3 ans, forcément qu'il se prépare à quelque chose. Je pense que les ETF aussi qui concernent les entreprises de défense vont malheureusement continuer à monter, ça me semble évident. Le Bitcoin, alors, et d'autres cryptos, c'est ultra touchy parce que je connais surtout pas de positions pour lesquelles vous n'avez aucune certitude, mais ce que je pense, moi, c'est que si jamais les choses durent et on va inévitablement entrer en récession, le dollar, à mon avis, va perdre de la valeur, va y avoir une perte de confiance à terme envers les monnaies et les devises classiques. D'ailleurs, on verra aussi que certains fonds israéliens s'attendent à une baisse massive du shekel. Et ce qui pourrait se passer, c'est que, alors, on voit bien que le secteur de l'IA est en difficulté. Nvidia, je pense que ça sera un peu la fin de l'euphorie, même si ils peuvent avoir accès à des puces plus adaptées à leurs activités que celles qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Si Taïwan ne fournissait plus de puces et de microprocesseurs parce que la Chine serait intervenue par exemple là-bas, forcément que ça va ralentir tout le schmilblick. En ce qui concerne les mineurs de Bitcoin et d'autres monnaies, je vois mal comment ça peut continuer à être rentable pour eux, étant donné que les prix de l'énergie et de l'électricité augmentent déjà. Ce qui ne remettrait pas forcément en question le Bitcoin en lui-même, parce que je pense que le système sera en mesure de sécuriser ce qui existe déjà, puisqu'ils ont un nombre limité et fini de Bitcoin. Donc même si beaucoup de mineurs de Bitcoin arrêtent leur activité, je pense qu'il y a toujours des gros qui représenteront d'ailleurs les intérêts de certains puissants qui ont beaucoup de Bitcoin, et ils entretiendront l'infrastructure de toute façon. Et en fait, c'est une mesure de protection pour garder le truc rentable.
Et évidemment, à mon avis, ce qui va se passer dans un premier temps, je vous dis si les choses durent et dans les pires scénarios, c'est-à-dire la Chine qui se met, ou pire, enfin, les États-Unis et Nvidia ont dit qu'ils, enfin si j'ai bien compris, qu'ils arrêtaient d'acheter les puces à la Chine. Donc à minima, ça va redessiner l'ensemble des forces économiques, mais je pense que, alors déjà, on voit un essoufflement sur les courbes du Nasdaq, des valeurs technologiques, etc. Une majorité, je pense, du Nasdaq a été portée par les entreprises liées à l'intelligence artificielle. Et comme c'est en train de s'essouffler, moi, je vois le Nasdaq baisser. Alors, il faut bien différencier les technologies militaires sur certains indices, les entreprises de technologie militaire, et le Nasdaq, enfin les technologies purement civiles. Mais oui, il est évident que si le conflit dure et s'il y a une récession mondiale, beaucoup d'acteurs économiques vont, et ont déjà commencé à le faire d'ailleurs, vendre leurs actions, vendre aussi leur bitcoin, etc. Tout ce qui n'est pas essentiel pour récupérer du cash, pour peut-être acheter du tangible, de l'immobilier, de l'or, etc. Donc, dans un premier temps, ça pourrait encore baisser le bitcoin ou certaines autres crypto-monnaies. Mais je parle à long terme, si la crise mondiale, même au-delà de la guerre, s'aggravait, je pense que certaines crypto-monnaies seraient vues comme, pas une valeur refuge, mais carrément un autre système de financement que les monnaies qui auraient perdu, les monnaies classiques qui auraient perdu beaucoup de leur valeur. Bon, j'espère que j'ai rien oublié, mais on va attaquer en tout cas le dossier. Donc dans la première partie, on parlait beaucoup des fonds américains, on regardait s'il y avait d'ailleurs des liens avec Epstein, etc. On analysait un petit peu qui sont les gens derrière ces fonds, qui les dirigent, etc. Et aujourd'hui, ça sera plutôt Israël. Et alors j'ai pris l'Arabie Saoudite. Pourquoi j'ai pas pris d'autres pays du Golfe? Je sais pas, parce que sinon le dossier aurait fait 300 pages, mais voilà. On va regarder un petit peu ce que font les acteurs de cette partie du monde. Donc dans le monde de la haute finance, les guerres et les crises géopolitiques majeures ne sont jamais de véritables signes noirs, c'est-à-dire des événements totalement imprévisibles. Les initiés, les services de renseignement financier et les méga-fonds régionaux laissent toujours des traces avant l'explosion, parce qu'ils doivent protéger leurs capitaux. Donc on est en mars 2026, si une crise majeure impliquant évidemment Iran, Israël, et potentiellement le blocage du détroit d'Ormuz était anticipé par l'argent intelligent du Moyen-Orient, voici les entités exactes qu'on doit placer sous surveillance, entre guillemets, et les signaux, les tells, qu'ils auraient laissés. C'est un petit peu comme analyser ce qui s'est passé juste avant le 11 septembre. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient prévu ce conflit précisément avant qu'il advienne? Alors, premièrement, le bloc israélien, la stratégie de survie et d'exil. En Israël, le marché financier est très sophistiqué. Si les élites financières anticipaient une guerre totale, là je parle au conditionnel, s'ils avaient anticipé une guerre totale, frappe balistique massive, cyberguerre paralysante, conflit d'usure avec l'Iran, elles auraient organisé une fuite discrète des capitaux et couvert leur portefeuille. Vous êtes d'accord? Alors les cibles qu'on aurait à surveiller, c'est Sphera Funds Management, c'est le plus grand hedge fund d'Israël. Ils sont réputés pour leur gestion du risque. On a Ion Asset Management, un acteur majeur, très connecté à la tech israélienne et aux capitaux étrangers. On a Altshuler Shaham et Meitav Dash, les mastodontes de la gestion d'actifs et des fonds de pension israéliens. Leur mouvement dicte en quelque sorte le marché local. Quels seraient les signaux d'alerte Ou quels sont? Qu'est-ce qu'ils ont fait si la crise avait été prévue? Le short sur le shekel, ILS. Est-ce qu'ils ont massivement vendu la monnaie nationale contre le dollar ou le franc suisse dans les mois ou semaines précédant la crise? Une baisse inexpliquée du shekel avant les gros titres est le signal numéro 1, donc ça ce serait à vérifier. L'explosion des CDS, les crédits défaut de swap. Les fonds institutionnels achètent des CDS pour s'assurer contre un défaut de paiement de l'État d'Israël. Si le volume d'achat de CDS sur la dette souveraine israélienne a explosé, ou avait explosé de manière anonyme à Londres ou à New York, ça veut dire que quelqu'un savait. À surveiller aussi l'achat massif de valeurs de défense. Ont-ils accumulé des actions Elbit Systems, le géant israélien de la défense coté en bourse, ou des sous-traitants américains, Lockheed Martin, RTX, juste avant l'escalade? Concernant la fuite des capitaux technologiques, est-ce que les fonds de capital risque comme Viola ou Pitango ont-ils forcé leurs startups à déplacer leur trésorerie des banques de Tel Aviv vers des comptes offshore, Delaware, Suisse? Tout ça, c'est à regarder. Ensuite, on a le bloc saoudien, la stratégie de couverture et de chantage. L'Arabie Saoudite joue évidemment une partition différente. Une guerre impliquant l'Iran menace directement leurs infrastructures pétrolières. Souvenez-vous des attaques d'Abqaiq et le détroit d'Ormuz par où transite à peu près 20% du
du pétrole mondial. Donc les cibles qui seraient à surveiller, c'est le PIF, Public Investment Fund, le fonds souverain saoudien, près de 1000 milliards de dollars, dirigé par Yassir Al-Rumayyan, c'est le bras armé financier de MBS. Jadva Investment, l'une des plus grandes banques d'investissement indépendantes d'Arabie Saoudite, gérant souvent l'argent des grandes familles royales. SNB Capital, Saudi National Bank Capital, le plus grand gestionnaire d'actifs du royaume. Aramco Trading Company, évidemment, ATC, la branche de trading du géant pétrolier. Les signaux d'alerte qu'il faudrait surveiller, donc ce qu'ils auraient fait si la crise avait été prévue d'avance. Eh bien, le call sur le pétrole, c'est-à-dire des options d'achat. C'est ici que notre graphique du Brent prend tout son sens. Si le PIF ou Aramco Trading avait anticipé un conflit, ils ont acheté massivement des options d'achat, des calls, sur le baril à 100 $ ou 120 pour se couvrir contre une rupture d'approvisionnement. Ça crée un plancher artificiel sur le prix du pétrole. Et je vais essayer de vous expliquer rapidement le mécanisme du truc. Mathématiquement, si certains ont acheté massivement des options d'achat à 100 ou 120 $, forcément que quand ces calls, je dis pas de bêtises, hein, quand ces calls seront libérés, quand ils auront atteint leur objectif de 100 ou 120, va y avoir des ventes massives, puisque tous ces calls vont expirer. Donc je pense qu'il faut s'attendre à des rebonds vers le bas, à 100 ou 120. Mais ça peut être temporaire en même temps. Hein. Si le pétrole doit monter continuer à monter de façon drastique, il le fera quand même. Hein. Je rappelle quand même qu'ils y connaissent quelque chose en pétrole. On a un ministre qatari qui a dit que le pétrole pourrait très bien monter à 150 $ à moyen terme. Donc techniquement oui, avec des options qui sont libérées à 100 ou 120, forcément que si des calls ont été achetés, ensuite il faut les vendre. Donc ça va faire rebaisser un peu le marché, mais ça peut continuer à monter derrière. Ok, ensuite on aurait le gel des méga projets comme Neom. Si le PIF a discrètement ralenti les décaissements pour Neom ou The Line pour accumuler des liquidités, du cash, en dollars ou en or physique, c'est qu'il se préparait à un choc régional majeur nécessitant un trésor de guerre liquide. On est toujours au conditionnel là, hein. C'est-à-dire que ce serait à vérifier si ils avaient prévu tout ça. Pareil dans d'autres pays voisins, hein, d'ailleurs. On aurait aussi les achats d'or massifs et discrets. Les banques centrales du Golfe, Sama pour l'Arabie Saoudite, ont-elles rapatrié leur or physique de Londres ou de New York vers Riyad? Cela expliquerait en partie l'or à 5100 $, qu'on avait vu dans la partie 1 de la vidéo. On a l'assurance maritime aussi. Ont-ils pris des participations ou acheté des couvertures massives sur les assurances de frais maritimes? Ça, ce serait directement lié au Baltic Dry Index, dont je vous parlais dans la première partie, qui explose sur notre graphique. Le blocage de la mer Rouge et d'Ormuz fait flamber les coûts de transport, évidemment. Je crois qu'en ce moment, les tarifs de location d'un navire de fret entre la Chine et cette région-là du Moyen-Orient, c'est 400 000 $ par jour. Donc forcément que ça fait monter les coûts. Hein. Et les prix de tout ce qui est transporté va monter aussi. Ensuite, on a le Nexus, où les deux mondes se croisent. Dans l'enquête qu'on est en train de mener, la preuve irréfutable de l'anticipation d'une guerre se trouverait à l'intersection de ces deux blocs. Il faudrait chercher les transactions de gré à gré, OTC, over the counter, réalisées à Londres ou à Genève. Mais ça, c'est assez opaque. Ensuite, si au cours du dernier trimestre 2025 ou début 2026, on constatait que des entités liées au PIF saoudien et des fonds israéliens, via des sociétés écrans chypriotes ou suisses, auraient simultanément vendu à découvert les indices boursiers régionaux, le Tadavul saoudien et le TA35 israélien, acheté des contrats à terme sur l'or, acheté des actions de l'industrie de l'armement et de la cybersécurité, c'est ça qu'il faudrait surveiller. Mais les graphiques qu'on avait étudiés dans la première partie, en tout cas, peuvent nous montrer l'empreinte digitale macroéconomique d'une anticipation, à minima, de guerre au Moyen-Orient. Les fonds israéliens et saoudiens n'ont pas attendu les politiciens. Ils ont déjà voté avec leurs milliards. Le marché a pricé, intégré dans le prix, la géopolitique, avant même que les premiers missiles ne soient officiellement tirés. Alors on commence par Sphera Funds Management Ltd, Israël. On va analyser... Alors comme dans un premier temps, je n'avais pas trouvé grand-chose sur la plateforme israélienne de surveillance des transactions financières, j'ai commencé par chercher ces valeurs-là aux États-Unis, c'est-à-dire les formulaires qui étaient déclarés par ces entreprises israéliennes à la SEC américaine, donc surtout les formulaires 13F ou 13G de la SEC. Alors, premièrement, on a une fuite de capitaux et une concentration massive à la fin 2025. Si on regarde donc l'évolution globale de leur portefeuille américain, à Sphera Funds, sur l'année 2025, on remarque une anomalie assez claire au dernier trimestre, parce qu'au premier trimestre 2025, on avait une valeur de leurs actifs à 434 millions de $, 116 positions.
À peu près la même chose au deuxième trimestre avec 111 positions. Au troisième trimestre, on a augmenté à 474 millions de dollars et 115 positions. Et au quatrième trimestre, 517 millions de dollars sur 100 positions. Donc, entre septembre et décembre 2025, la valeur de leurs actifs aux États-Unis a bondi de plus de 10%, franchissant le demi-milliard de dollars. Pourtant, dans le même temps, ils ont réduit le nombre de leurs positions, passant de 115 à 100 entreprises. Donc, hypothèse, est-ce qu'ils auraient liquidé des actifs, peut-être en Israël, pour injecter massivement du cash aux États-Unis à la fin de l'année 2025, tout en concentrant leurs paris sur moins d'entreprises? C'est un mouvement typique de fuite vers la sécurité, ou de repositionnement avant un événement majeur. Ensuite, on a une spécialisation ultra ciblée, la biotech. Alors, est-ce que c'est anodin, ce mouvement, ou est-ce que c'était à dessein? Est-ce que c'est une valeur refuge d'ailleurs ou une spéculation? Puisqu'en analysant les documents, on se rend compte que Sphera opère via le Sphera Global Healthcare Master Fund et le Sphera Biotech Master Fund. Les entreprises ciblées, Outlook Therapeutics, Promise Neuroscience, Sky Bioscience, Chemomab, sont toutes des biotech. Dans un contexte de tension géopolitique, la santé et la biotech sont souvent considérés comme des secteurs défensifs. Les gens ont toujours besoin de soins, qu'il y ait une guerre ou pas. Mais ici, Sphera joue un jeu assez dangereux. Ensuite, on a un niveau de risque et de levier assez extrême, les warrants. Dans un autre formulaire, on s'aperçoit que Sphera ne se contente pas d'acheter des actions simples, ils utilisent massivement des warrants, donc des bons de souscription qui donnent le droit d'acheter des actions à un prix fixé à l'avance. Comme exemple, sur Promise Neuroscience, en décembre 2025, il déclare détenir 180 697 actions. Mais quand on lit les petits caractères, on voit que 168 890 de ces actions sont en fait des warrants. Donc près de 93% de leur position sur cette entreprise est constituée de produits dérivés. C'est un pari hautement spéculatif, parce qu'il y a un effet de levier. Donc, autant dire que pour faire ça, il faut être sûr de soi à 100%, 95% on va dire. Donc s'ils ont des informations privilégiées sur le marché, ils maximisent leur gain potentiel via ces warrants. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient prévu sur Promise Neuroscience? Mais c'est pas forcément corrélé à la guerre, etc. Mais en même temps, ce genre de boîte ou de fonds israéliens, vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas des relations privilégiées avec le renseignement, etc. Donc ils savent quand même, j'espère pour eux, à l'avance, s'il va y avoir une offensive ou... Vous voyez? Ensuite, on a Ion Asset Management Ltd. Donc toujours les déclarations sur le marché américain de ces boîtes israéliennes. Donc Ion Asset Management est basé à Herzliya en Israël, mais incorporé aux îles Caïmans. Alors c'est une histoire ici radicalement différente de celle de Sphera. Là où Sphera a injecté massivement des liquidités aux États-Unis fin 2025, Ion semble avoir procédé à une liquidation massive de ses actifs américains. On a une hémorragie de capitaux, une fuite de 800 millions de dollars. On a une chute vertigineuse des actifs sous gestion, AUM, d'Ion aux États-Unis au cours de l'année 2025. Fin 2024, 1,71 milliard de dollars. Fin mars 2025, 1,54 milliard de dollars. Fin septembre 2025, on est retombé à 910 millions de dollars. En l'espace de 9 mois, le fonds a liquidé près de la moitié de son portefeuille américain, environ 800 millions de dollars volatilisés. La question centrale pour un enquêteur, ce serait où est passé cet argent? A-t-il été rapatrié en Israël, transféré dans des paradis fiscaux comme les îles Caïmans, etc. Ou ont-ils subi des pertes catastrophiques sur les marchés? Alors, petite parenthèse ici, on peut bien imaginer qu'il y a deux types de stratégies, de certains fonds israéliens. Soit il y a ceux qui savaient à l'avance qu'il allait y avoir une offensive sur l'Iran et qui vont vite protéger tous les capitaux israéliens et les mettre à l'abri, par exemple aux États-Unis ou ailleurs, au Delaware. Mais quand d'autres fonds israéliens réduisent leurs actifs sur le marché américain, peut-être, c'est pas sûr, pour les rapatrier en Israël, c'est que là, peut-être que ces fonds peuvent être aussi en partie des façades pour, je sais pas moi, le financement de l'armée américaine, de l'armée israélienne, etc. Justement pour financer certaines choses en Israël, parce qu'il faut bien aussi des fonds pour mener les attaques qu'ils sont en train de mener. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a peut-être des fonds qui sont plus concernés que d'autres par la politique israélienne en interne. Possibilité tout ça, je dis pas que c'est le cas, c'est une potentialité. Ensuite, on a un jeu de cache-cache sur Delek US Holdings, qui est une entreprise énergétique américaine, mais dont le fondateur et président, Uzi Yemin, est israélien. En octobre 2024, Ion franchit le seuil d'alerte des 5% et déclare détenir un peu plus de 5%. Ce qui fait que donc, ils sont obligés de faire des formulaires F13G.
En juin 2025, ils renforcent leur position et montent à 6,17%. En septembre 2025, vente massive. Ils chutent brutalement à 3,07% et cochent la fameuse case Ownership of 5% or less. Donc, j'explique, une fois passés sous la barre des 5%, ils disparaissent des radars de la SEC pour cette action. Donc, ils ont profité de l'été 2025 pour liquider la moitié de leur position dans Delek. Avaient-ils des informations privilégiées avant de mauvais résultats de Delek, ou est-ce qu'ils avaient un besoin urgent de liquidité? Mais là aussi, dans quel objectif? Et puis ensuite, on a autre chose, je ne sais pas si c'est lié, en tout cas, à la situation en Israël ou pas. Mais début 2025, Ion déclaré gérer l'argent pour deux entités, Ion Value Management Ltd et Ion Tech Ltd. Mais en septembre 2025, Ion Value Management Ltd a totalement disparu du document. Donc il reste seulement le Ion Tech. Donc l'hypothèse qu'on peut avoir, c'est la disparition des 800 millions de dollars d'actifs est très probablement liée à la fermeture, la liquidation ou la scission de ce fonds Ion Value Management Ltd au cours de l'été 2025. À vérifier. Ensuite, je détecte aussi une petite erreur qu'ils ont faite, fin 2024. Ion admettait avoir soumis sa déclaration initiale sous le mauvais numéro d'identification d'entreprise. Ils ont confondu Delek US Energy Inc. avec Delek US Holding Inc. Alors pour un fonds gérant 1,7 milliard de dollars, ce genre d'erreur administrative grossière indique souvent soit un changement soudain dans l'équipe de conformité, soit une précipitation extrême au moment de faire les déclarations. Donc s'ils se sont dépêchés, pourquoi ce genre de fonds se dépêchent? Qu'est-ce qu'ils savent avant les autres? C'est ça qu'on peut se demander. Ensuite, on a un montage offshore assumé, puisque les bureaux physiques d'Ion sont situés à Herzliya, Israël, mais leur citoyenneté et juridiction légale sont aux îles Caïmans. Donc pour résumer, pour Sphera, ils ont fait fuir pas mal de fonds vers les États-Unis fin 2025 et concentrent leur pari sur des produits dérivés, des warrants ultra risqués dans la biotech. Et pour Ion, donc, il liquide 800 millions de dollars d'actions américaines mi-2025, il ferme potentiellement un de leurs fonds et utilise des sociétés liées à Israël avant de s'en désengager massivement. Donc il faudrait regarder le cours de l'action de Delek US Holdings entre juin et septembre 2025. Comme l'action a monté, ça confirme qu'Ion avait un besoin désespéré et urgent de liquidité pour d'autres raisons. Appel de marge, panique des investisseurs, transfert de fonds offshore. Ensuite, Altshuler Sham. Là, on n'est plus face à un petit hedge fund comme Sphera ou Ion, mais face à un des plus grands gestionnaires institutionnels d'Israël, qui gère notamment l'argent des retraites et de l'épargne publique, Provident Pension Funds. Là aussi, quels sont leurs formulaires SEC sur le marché américain. Donc là aussi, une fuite massive des capitaux vers les États-Unis, plus 123% en un an. Fin 2024, ils étaient exposés à 2,95 milliards de dollars, et fin 2025, on est à 6,57 milliards de dollars. Donc en l'espace de 12 mois, Altshuler Sham a plus que doublé son exposition au marché américain. Puisqu'il s'agit de fonds de pension israéliens, ça signifie qu'ils ont massivement désinvesti d'ailleurs, très probablement de la bourse de Tel Aviv ou d'obligations locales, pour mettre l'épargne des Israéliens à l'abri aux États-Unis. Alors, on peut se rendre compte que c'est exactement au même moment que leur portefeuille passe brutalement de 3,15 milliards à 6 milliards de dollars, c'était au même moment que le fonds Ion, l'autre fonds, liquidé soudainement 800 millions de dollars. Donc, il y a eu un événement majeur sur le marché israélien à l'été 2025 qui a poussé les institutionnels à transférer leur argent aux USA en urgence. Donc, quel était cet événement? Je me souviens plus trop, mais est-ce que c'était à ce moment-là qu'un poste frontière israélien avait été pénétré par des membres, je me souviens plus, du Hamas ou du Hezbollah, donc ce qui signait évidemment le début de toutes ces hostilités qui arrivent aujourd'hui, puisque ça a commencé avec Gaza. C'était sûrement l'été dernier. Et ce qu'on peut analyser, c'est qu'entre fin 2024 et début 2025, la valeur de leur portefeuille a augmenté, mais le nombre de positions a chuté de 409 à 338. Ça signifie qu'ils n'ont pas acheté tout le marché, ils ont liquidé des dizaines de petites positions pour concentrer des milliards sur quelques actions spécifiques, possiblement les grandes Magnificent Seven de la tech américaine, Apple, Nvidia, Microsoft, pour jouer la sécurité. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre aussi, c'est que on a un mélange des genres, dans ce type de fonds, on a les retraites et les hedge funds. Donc dans la liste des gestionnaires inclus, on a un mélange de mutual funds, des fonds communs de placement, des provident et pension funds, des fonds de pension ou de retraite, donc l'argent du grand public, et Yanchuf Gidor Ltd, en hébreu, Gidor signifie couverture. C'est le terme utilisé pour désigner les hedge funds. Donc Altshuler Sham regroupe dans la même déclaration l'argent bon père de famille entre guillemets des retraités israéliens avec des fonds spéculatifs beaucoup plus agressifs. Donc on peut résumer que l'année 2025
a provoqué en quelque sorte une fuite des capitaux sans précédent vers les marchés américains, chacun réagissant, comme on a dit, selon son profil. Fuite vers la sécurité pour les retraites, liquidation pour certains, spéculation extrême pour d'autres. Metav Dash maintenant. Avec Metav, on n'est pas dans les fonds spéculatifs obscurs ou les réseaux sulfureux. Nous sommes au cœur du réacteur de l'establishment politico-financier israélien. La présence au même conseil d'administration de la famille Stepak, finance traditionnelle, d'Eli Barkat, frère du ministre de l'économie et pionnier de la cybersécurité, et de Yoni Assia, star mondiale de la crypto et du trading avec eToro, montre que Metav est un carrefour d'influence majeur en Israël. Si une entité comme Metav bouge ses capitaux, comme nous l'avons vu avec Altshuler Sham précédemment, c'est qu'ils ont des informations macroéconomiques et politiques de tout premier plan. Alors, formulaire de déclaration ISA, bourse israélienne. Ces documents donc sont des déclarations officielles faites à l'autorité des titres israéliennes et à la bourse de Tel Aviv et sont très intéressants pour nous. 3 découvertes majeures. 1. Une vague massive de vente d'actions par les dirigeants, insider selling. Entre le 9 et le 26 janvier 2026, on assiste à une liquidation coordonnée d'actions par plusieurs cadres dirigeants, senior officers, et membres du conseil d'administration. Ils ont tous vendu leurs titres sur le marché à des prix très proches, de 126 à 129 shekels l'action. Voilà le calendrier de cet encaissement, entre guillemets. 9 janvier, David Elalouf, cadre dirigeant, vend 5440 actions. 12 janvier, David Elalouf vend à nouveau 1284 actions. 14 janvier, Lior Kagan, cadre dirigeant, vend 12 433 actions. 16 janvier, Osher Tubel, cadre dirigeant, vend un gros bloc de 33 852 actions. 23 janvier, Kiren Dickman, directrice des ressources humaines, vend 2000 actions. 26 janvier, Lily Ayalon, directrice externe, exerce 10 500 options, stock options, pour les convertir en actions et les vend immédiatement sur le marché. Ce que ça signifie. En finance, quand un seul dirigeant vend, c'est souvent pour un besoin personnel, acheter une maison, payer des impôts. Mais quand 5 hauts dirigeants vendent simultanément en l'espace de 3 semaines, c'est un signal fort. Ça s'appelle du cash-out. Ils estiment probablement que l'action a atteint un plafond, ou ils anticipent une baisse des marchés, ou une crise macroéconomique en Israël, et préfèrent sécuriser leurs gains personnels en liquidité. Le retour d'un nom connu, Altshuler Sham. Dans le document du 27 janvier, qui détaille l'exercice des options de Lily Ayalon, on découvre qui gère techniquement ces transactions, Altshuler Trust Ltd. Ce que ça signifie. Vous vous souvenez d'Altshuler Sham, le géant financier dont on a parlé précédemment. Leur filiale de fiducie, Trust, agit comme tiers de confiance pour gérer les stock options des dirigeants de Metav. Ça confirme notre hypothèse sur la consanguinité de l'élite financière israélienne. Les grands fonds concurrents, Metav et Altshuler, travaillent ensemble et utilisent les infrastructures les uns des autres. Ils ont accès aux mêmes informations au même moment. Une restructuration interne majeure, document du 2 février 2026. Un des documents annonce la clôture d'une grosse transaction interne. Metav a vendu 100% de ses parts dans l'une de ses filiales, Metav Brokerage Ltd, à une autre de ses filiales, Metav Trade Investment. En échange, la maison mère a reçu plus de 2 millions d'actions de Metav Trade. Metav est probablement en train de faire du mécano financier. Ils consolident toutes leurs activités de courtage et de trading sous un seul et même toit, Metav Trade. Pourquoi faire ça début 2026 ? Soit pour réduire les coûts opérationnels face à une année qui s'annonce difficile ou très difficile, soit pour préparer cette filiale de trading à être introduite en bourse, ou pour la revendre à un acteur étranger. Donc, d'un côté, l'entreprise rationalise agressivement sa structure, fusion des filiales de courtage. De l'autre, la haute direction prend ses bénéfices et sort du capital en masse. Tout indique que ces acteurs financiers de premier plan se préparent à un choc ou à un changement de paradigme économique majeur et qu'ils se mettent à l'abri, entre guillemets. En analysant d'autres formulaires de Metav, pour la période de mi-décembre 2025 à début janvier 2026, on a en premier lieu le patient zéro de la liquidation, la directrice des investissements. En fait, les ventes d'actions n'ont pas commencé le 9 janvier. On a des documents du 23 décembre 2025 qui montrent que Liat Melamed Palachi, la CEO, a vendu 11 500 actions le 22 décembre 2025. Donc dans une maison d'investissement, le CEO est la personne qui a la vision macroéconomique la plus pointue. C'est elle qui gère les milliards. Le fait qu'elle soit la première à encaisser ses jetons juste avant la fin de l'année a probablement donné le signal de départ à tous les autres cadres. Donc là, en fait, dans ces documents précédents, on a encore des cadres qui ont vendu du 1er au 8 janvier des dizaines de milliers d'actions. Le plus impressionnant, c'est Guy Mani qui vend un bloc massif de 45 000 actions.
pour plus de 5,8 millions de shekels d'un seul coup. Le bouclier juridique. Le 14 décembre, Meitav dépose un formulaire T136 approuvant une transaction avec les directeurs actionnaires de contrôle. En droit des sociétés israéliennes, cette régulation concerne presque toujours, la régulation 1B1, l'assurance responsabilité civile et l'indemnisation des administrateurs et des dirigeants. Alors, notre hypothèse, c'est que juste avant de lancer une liquidation massive de leurs propres actions, qui pourrait attirer l'attention des régulateurs ou des petits actionnaires, le conseil d'administration s'est assuré que ces polices d'assurance juridique étaient blindées. Ensuite, on a un désendettement d'urgence. Le document du 10 décembre annonce que Meitav va procéder au remboursement anticipé et final de ses obligations de série C, plus de 81 millions de titres, et un remboursement partiel massif de ses obligations de série D, 35 millions de titres. Ce que ça signifie, l'entreprise se désendette agressivement. En finance, on nettoie son bilan et on réduit sa dette, deleveraging. Lorsqu'on anticipe une crise grave du crédit, une hausse brutale des taux d'intérêt ou un choc économique majeur. Ils ont voulu assainir les comptes de l'entreprise avant la tempête, visiblement. Le talon d'Achille, la filiale Peninsula. Le grand rapport récapitulatif du 31 décembre 2025 liste toutes les participations. On y découvre un détail fondamental, Meitav contrôle à près de 80% la société Peninsula Group Ltd. Alors pourquoi c'est important? Peninsula est l'un des grands acteurs du crédit non bancaire en Israël, prêt aux petites et moyennes entreprises, à facturage. Si l'économie israélienne s'effondre, les PME feront faillite en premier et les sociétés de crédit comme Peninsula verront leur portefeuille de prêts exploser en plein vol. Les dirigeants de Meitav, voyant les données internes de Peninsula, savent exactement dans quel état se trouve l'économie réelle. Alors ensuite, on a divers autres formulaires feelings israéliens, donc de diverses sociétés, les jours avant l'offensive donc israélo-américaine sur l'Iran. Donc on a de nouveaux documents qui datent de la toute fin février 2026. Ils révèlent une tendance claire et alarmante, une ruée massive et soudaine vers la liquidité, dash for cash, de la part des géants de l'immobilier et de l'infrastructure israélien, financés par les grands fonds institutionnels. 1. Megaor Holdings, une levée de fonds d'urgence d'1 demi-milliard, 27 février. Le document de Megaor, un géant de l'immobilier commercial en Israël, est le plus frappant. Le 26 février, le conseil d'administration a approuvé une offre privée massive et non standard. Ils ont vendu d'un coup pour 615 millions de shekels, environ 165 millions d'euros, d'actions à deux mégafonds, Menora et Migdal. Ces actions ont été vendues avec une décote de 5,2% par rapport au prix du marché. Pourquoi un géant de l'immobilier a-t-il soudainement besoin de lever 615 millions de liquidités en urgence, hors marché, en acceptant de brader ses actions ? En immobilier, on lève autant de cash en urgence quand on anticipe un gel du crédit, un effondrement de la valeur des actifs, ou qu'on a besoin d'un trésor de guerre entre guillemets pour survivre à une crise imminente. 2. Property and Building Corp, PBC, restructuration massive de la dette, 25-26 février 2026. Donc PBC, qui est une autre immense société immobilière israélienne, a émis deux nouvelles séries d'obligations, séries 12 et 13, pour lever près de 700 millions de shekels. L'entreprise déclare que cet argent servira à, je cite, améliorer la structure de la dette de l'entreprise, y compris le remboursement anticipé de séries d'obligations existantes. Alors tout comme Meitav en décembre, PBC fait du nettoyage de bilan. Il s'endette aujourd'hui pour rembourser d'anciennes dettes. C'est une manœuvre classique d'entreprise qui craint que les taux d'intérêt n'explosent ou que le marché obligataire ne se ferme totalement dans les mois à venir. Ils verrouillent leur financement avant que la tempête n'éclate. Doral Energy, sécurisation des financements, 25 février. Doral, donc qui est dans l'énergie renouvelable, a également émis pour près de 450 millions de shekels d'obligations série C. Bien que l'objectif principal soit de financer une acquisition spécifique, c'était Zephyrus Wing Energy, le timing est révélateur. La fenêtre de tir pour lever des fonds semble se refermer. Toutes ces grandes entreprises se sont précipitées la même semaine, dernière semaine de février 2026, pour aspirer les liquidités disponibles sur le marché. Quel est le rôle central des zinzins, les investisseurs institutionnels ? Si vous regardez les listes des acheteurs dans les documents de PBC Doral, les tableaux avec les investisseurs qualifiés, vous retrouvez exactement les mêmes noms partout. Meitav, ceux-là même dont les dirigeants ont fait fuir leur argent en janvier, Altshuler Sham, Menora, Migdal, Yelin Lapidot, Harel, Phoenix. Les fonds de pension et d'assurance israéliens sont en train de transférer massivement l'argent de leurs clients vers des obligations d'entreprise, dettes et des placements privés décotés. Ils semblent chercher des rendements fixes et des garanties contractuelles, s'éloignant potentiellement des actions boursières classiques trop volatiles en cas de crise. Donc, si on peut faire une pré-synthèse à ce niveau-là, en décembre,
On a des initiés comme la CEO de Metav qui commencent à vendre secrètement. Les institutions financières remboursent leurs dettes pour assainir leur bilan. En janvier 2026, fuite massive des cadres dirigeants qui liquident leurs actions personnelles. Fin février 2026, les grandes entreprises de l'économie réelle, immobilier, énergie, lancent des opérations coup de poing pour lever des milliards de shekels en cash et restructurer leurs dettes avant qu'il ne soit trop tard, entre guillemets. Donc assez clairement, le marché israélien, fin février 2026, est en mode préparation au bunker. Les grandes entreprises accumulent du cash et allongent la maturité de leurs dettes, anticipant clairement un choc systémique majeur à très court terme. Alors on a d'autres documents, là aussi quelques jours seulement avant l'offensive de mars 2026. Premièrement, le smoking gun, une preuve assez irréfutable. Alors dans tous les cas, il y avait certains cadres qui avaient des informations privilégiées, puisque le document du 8 janvier 2026, c'est un petit peu la preuve de ce que nous soupçonnions. Il détaille les ventes massives d'actions réalisées la veille, le 7 janvier, par les cadres dirigeants du fonds d'investissement Metav. Guy Magnier a liquidé 45 000 actions d'un coup, réduisant sa position de 25%. Agaï Oren a vendu 9 975 actions, Kiret Dickman 2000 actions. Donc le fait qu'ils liquident simultanément leur portefeuille personnel sur le marché boursier un mois et demi avant une guerre majeure, ça veut dire quelque chose. Bon, ils savaient, peut-être, ce qui se préparait. L'exécution du Dash for Cash, les milliards sécurisés. On a des documents de Property and Building Corp, PBC d'Oral Energy, qui confirment que les levées de fonds d'urgence identifiées précédemment ont bien été exécutées avec succès, à quelques jours de l'offensive. PBC a réussi à lever 820 millions de shekels. Sur ces 820 millions, près de 700 millions ont été achetés par les investisseurs institutionnels, les fonds de pension. Doral Energy a levé 448 millions de shekels. Là encore, 385 millions proviennent de fonds institutionnels. Donc, on peut dire que les dirigeants des fonds qui ont vendu leurs propres actions en janvier ont utilisé l'argent de leurs clients, les épargnants, fin février, pour renflouer les bilans des grandes entreprises israéliennes via de la dette sécurisée, juste avant que les marchés actions ne s'effondrent à cause de la guerre. L'anomalie G-City, est-ce que c'est une manipulation de cours ou une porte de sortie ? 24 février 2026. Le document de G-City, un autre géant de l'immobilier, dénote un petit peu par rapport aux autres. Le 23 février, leur conseil d'administration a approuvé un programme de rachat d'actions, buyback, de 100 millions de shekels. Alors pourquoi utiliser 100 millions de cash pour racheter ses propres actions à quelques jours d'une guerre, alors que les autres entreprises accumulent des liquidités ? Soit les dirigeants de G-City n'étaient pas dans la confidence du calendrier militaire, soit, plus cynique, un programme de rachat d'actions crée une demande artificielle sur le marché. Ça permet de soutenir le cours de l'action et offre une liquidité de sortie, exit liquidity, qui est idéale pour permettre aux gros actionnaires ou aux initiés de vendre leurs titres à bon prix juste avant le crash, sans faire s'effondrer le cours immédiatement. Alors, c'est très cynique, mais c'est quelque chose qui existe, faut le savoir. Donc ils savent que eux ou d'autres gros investisseurs vont sortir de l'action. Donc ils font monter une dernière fois le cours pour prendre des bons profits, et en sachant peut-être qu'ensuite ça dégringolera. Alors il y a une autre pièce dans ce dossier, la manœuvre de protection de la banque Mizrahi Tefahot, 25 février 2026. Donc le document de cette banque, qui est une des plus grandes banques d'Israël, dit que la banque annonce le 25 février un remboursement anticipé intégral de ses billets de trésorerie subordonnés, série 2031. Le montant, 600 millions de dollars américains, plus de 9,2 millions de dollars d'intérêt. Pourquoi une banque systémique se précipite-t-elle pour rembourser plus d'un demi-milliard de dollars de dettes par anticipation à quelques jours d'une guerre ? La protection contre le risque de change. Forex risque. Les dirigeants de la banque savaient qu'une offensive majeure, impliquant l'Iran et les États-Unis, je parle au conditionnel, allait provoquer un effondrement brutal du shekel israélien face au dollar américain. S'ils avaient conservé cette dette libellée en dollars, le coût de son remboursement en shekel aurait explosé après le début de la guerre, détruisant le bilan de la banque. En remboursant ces 600 millions de dollars fin février, la banque s'est couverte contre le crash monétaire imminent. C'est une manœuvre de dérisking, réduction des risques, à l'échelle macro. On a deux autres documents qui peuvent démontrer qu'il y a une fuite de capitaux et l'extraction de liquidités. Donc le document Nofar Energy du 27 février. OY Nofar Energy publie le 27 février deux choses simultanées. L'achèvement d'un accord pour l'achat d'un portefeuille de projets solaires aux États-Unis. Le tirage de fonds issus du pré-relais. Alors c'est le manuel parfait du dérisking géopolitique. À quelques jours d'un conflit majeur au Moyen-Orient, Nofar Energy tire frénétiquement sur ses lignes de crédit, ses pré-relais, pour s'emparer de liquidités immédiates et utilise cet argent pour finaliser l'achat d'actifs physiques situés aux États-Unis.
Donc, on peut conclure qu'il transforme de la dette israélienne en actifs tangibles libellés en dollars hors de la zone de conflit. C'est une fuite de capitaux institutionnels déguisée en investissement vert. Green. C'est green. L'extraction de richesses in extremis, le dossier Energix, 26 février. Le document d'Energix Renewable Energies annonce l'approbation d'une nouvelle politique de dividendes pour 2026 et surtout la distribution immédiate d'un dividende pour le premier trimestre 2026. Alors, pourquoi se précipiter pour voter et distribuer un dividende fin février alors que le trimestre n'est même pas terminé? Dans un contexte de guerre imminente, l'argent qui reste dans les caisses de l'entreprise risque d'être bloqué, taxé ou de perdre de sa valeur avec la chute de la monnaie. Donc distribuer un dividende fin février, c'est un moyen légal pour les gros actionnaires et les dirigeants de vider les caisses de l'entreprise pour sécuriser cet argent sur leur compte bancaire personnel avant que l'économie ne s'effondre. Alors on a d'autres documents, Le signal militaire Gilat Satellite Networks. 24 février, l'entreprise annonce avoir reçu des commandes d'une valeur de 39 millions de dollars pour ses terminaux satellites Sidewinder ESA. Gilat est un acteur majeur des communications par satellite, très lié au secteur de la défense. Une commande soudaine et massive de 39 millions de dollars pour des terminaux de communication à la fin février n'est pas une coïncidence. Dans la préparation d'une offensive majeure, surtout à longue distance comme contre l'Iran, la sécurisation des communications satellites est la priorité logistique absolue. C'est l'indicateur matériel que l'armée se mettait déjà en ordre de bataille. L'exode massif des capitaux, le dossier Nofar Energy. Donc ça, on avait déjà vu l'accord de pré-relais pour l'achat de projets solaires aux États-Unis, mais là, on a plus de détails en fait. Mais voilà, grosso modo, endettement de dernière minute pour déplacer massivement leurs actifs hors du Moyen-Orient, juste avant que le marché local ne s'effondre. On a le sacrifice des assurés avec Aura Investments et Klal Insurance, le 26 février. Donc Aura Investments, c'est un promoteur immobilier israélien qui annonce la signature d'un accord d'investissement en capital avec Klal Insurance. Klal est l'une des plus grandes compagnies d'assurance et de fonds de pension d'Israël. Ce document confirme le cynisme du Dash for Cash identifié précédemment. Le 26 février, les dirigeants de Klal utilisent l'argent de l'épargne et des assurances vie des citoyens pour injecter du capital, des fonds propres, dans une entreprise immobilière locale. L'immobilier étant le secteur le plus vulnérable en cas de guerre, chute des ventes, arrêt de chantier, destruction, les institutionnels ont littéralement transféré le risque des promoteurs vers le citoyen ordinaire. Comme d'habitude. Donc ça, comme c'était la dernière partie de mon dossier qui fait 105 pages, vous pouvez d'ailleurs retrouver le PDF, je vous ai mis le lien dans les commentaires, puisque en description les liens ne sont pas cliquables. Donc pour conclure, en mars 2026, les léviathans de la finance et des fonds de pension ne parient plus sur la croissance ou la paix, vous l'avez bien compris. Ils ont organisé la liquidation de l'économie civile pour acheter les infrastructures d'une économie de siège. Le piège s'est refermé. Voilà, j'espère que ça vous aura appris des choses. Je vous dis à très bientôt.